Merci de nous rejoindre sur votre télévision, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de nous rencontrer aujourd'hui autour de votre magazine, votre grand débat. L'actualité sera décryptée aujourd'hui avec des cerveaux d'État. Bien sûr, on va parler de l'état de siège. Le gouvernement a convoqué du 14 au 16 la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Faudra-t-il le lever, le maintenir ou récalibrer les choses? On va devoir en parler, mesdames et messieurs, dans ce grand débat d'aujourd'hui, puisque lors de cette rencontre, la majorité des participants, 194 sur 195 participants ont dit oui à la levée, mais il reste maintenant au chef de l'État d'en décider, en tout cas la providence et aussi la situation pour lever ou pas cet état de siège. On va devoir en parler dans ces grands débats d'aujourd'hui. La question que nous nous posons, c'est de savoir cet état de siège était une bourde ou une solution adéquate pour la sécurisation de la partie Est et surtout comme une promesse du régime en place. Avec moi sur ce plateau, nous aurons tour à tour M. Yann Kimba, qui est cadre de ANAFEC, Raoul Mutengesha pour le cadre, qui est cadre plutôt de UDPS Kibasa dans le camp de l'Union Sacrée. Et dans le camp opposé, nous aurons M. Jérémy Yav, qui est le fédéral de Nouvel Élan, et Maître Caleb Banza, qui est cadre du FCC. C'est ces cerveaux qui vont devoir nous dire si c'est une bourde ou pas, ou une solution pour le régime de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va d'abord commencer avec vous. Je préfère commencer avec vous, Maître Caleb Banza. Est-ce que cet état de siège, aujourd'hui, plus ou moins 2 ans depuis son instauration, était une bourde ou une solution voulue, mais qui peut-être n'a pas encore abouti? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la primeur m'accorder. Avec tous les respects que j'ai pour les téléspectateurs ainsi que les auditeurs de votre chaîne, ainsi je réitère aussi mes salutations à mes co-débatteurs ainsi qu'à vous-même. J'aimerais dire ici que la question d'état de siège est tout d'abord une question d'état, puisque le cas de figure qui est celui de l'état de siège est d'abord constitutionnel. C'est un cas de figure prévu par la Constitution de notre pays, à son article 85. Et l'état de siège, c'est quoi? En fait, c'est un régime politique et administratif exceptionnel qui prévaut lorsqu'il y a des risques pour la nation d'être affectée par des forces négatives. C'est que c'est une mesure de protection qui permet à l'administration civile, qui est constitutionnelle, de laisser le champ libre à une administration qui est quasiment militaire, qui permet même aux cours et tribunaux civils de laisser le champ libre à la justice militaire pour permettre à l'État, justement, au pays de sécuriser son territoire. Et malheureusement, aujourd'hui, en RDC, c'est depuis plusieurs années, c'est depuis 2021 au mois de mai, que le président de la République, sur base des prérogatives lui reconnues par notre Constitution, et s'appuyant sur une majorité créée qui s'appelle l'Union Sacrée, a non seulement décrété l'état de siège, mais s'est servi aussi de sa nouvelle majorité, une majorité qui visiblement sur le plan du droit et sur le plan politique est anticonstitutionnelle, a prorogé plusieurs fois cet état de siège, plus de 45 fois, cet état de siège qui du reste a été dénoncé non seulement par les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri, puisqu'il s'agit de ces provinces-là qui sont concernées, mais cet état de siège et son inefficacité ont plusieurs fois été dénoncés par les députés de ce point-là, les députés nationaux et provinciaux. Alors, je pense que le constat qui est mien n'est pas différent du constat de Julien Paluku. Qui est Julien Paluku? Julien Paluku a été à la tête du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku connaît les problèmes de sécurité dont sont exposés le Nord Kivu, mais Julien Paluku, qui aujourd'hui est un ministre de l'Union Sacrée, est d'accord que l'état de siège n'a pas porté ses fruits. Et dans mon analyse, pas seulement parce que je suis membre de l'opposition, mais surtout parce que je suis citoyen congolais, vous serez d'avis avec moi que ici l'état de siège est un échec. Pour preuve, aujourd'hui, il y a une table ronde qui a été convoquée. Oui. Cette table ronde qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être ou n'aurait pas eu lieu d'être, puisque l'état de siège a été décrété par le président
sur base du principe de l'acte contraire, c'est lui qui a la prérogative de l'annuler. Il ne faudrait pas qu'on me donne l'impression que le chef de l'État, pour prendre une décision, a toujours besoin qu'il y ait des tables rondes, comme quoi, lorsqu'il prend cette décision, il peut se dédouaner pour dire que cette décision ou ce choix ne vient pas de moi. Moi, je pense que ce serait une mauvaise démarche. Il faudrait tout simplement voir les choses en face et de comprendre que ce régime exceptionnel, qui est celui de l'état de siège, qui a permis aux militaires de gérer deux provinces, celle de l'Ituri et du Nord Kivu, n'a pas porté ses fruits. Merci. Et il faut laisser, n'est-ce pas, l'administration civile reprendre ses prérogatives et chercher, n'est-ce pas, les voies et moyens de mettre fin à cette crise sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu sans recourir à cette mesure qui malheureusement a échoué. On va revenir à tout à l'heure. Monsieur Yann Kimba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que d'abord elle a convoqué une table ronde pour évaluer l'état des sièges? Vous vous êtes rendu compte que peut-être c'était un calcul mal fait d'instaurer ce régime exceptionnel dans cette partie de la RDC? Merci beaucoup, chers compatriotes. Avant de répondre directement à votre question, je remercie l'invitation que vous m'avez faite. Également, je salue mes collaborateurs, également nos compatriotes qui nous suivent depuis leur salon. Un mauvais calcul, je ne pense pas, parce que l'état de siège est constitutionnel, étant donné que le chef de l'État, qui d'ailleurs je remercie d'avoir appliqué ce qui est constitutionnel. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il lui a inventé. Donc il n'a fait qu'appliquer ce que notre constitution nous invite à faire en des moments aussi exceptionnels comme celui que nous sommes en train de vivre, vous et nous. Et je pense que l'idée de mettre l'état de siège n'était pas du tout mauvaise. Et la pensée était correcte et rationnelle. Nous étions agressés dans la partie est de notre pays, précisément dans le nord et l'Ituri. Il était, après plusieurs années, ces deux provinces sous l'administration civile. Et nous avions également senti que ça ne marchait pas. Et le président de la République a levé l'équivoque de mettre ces deux provinces sous l'état de siège, ce qui est une bonne chose. Mais au regard, n'est-ce pas, de résultats sur terrain, sincèrement, je ne pense pas que ça puisse être un échec total. Mais le résultat, sincèrement, sur terrain est quand même mitigé, parce qu'il faut reconnaître que les revendications depuis ces deux provinces à travers les ASBL, les organisations non gouvernementales, également certains politiques ont constaté que nos amis militaires n'ont pas su faire, conformément aux vœux du président de la République, de voir ces deux provinces être totalement pacifiées. Et quand cela ne tient, nous devons aussi reconnaître que l'allure avec laquelle les groupes rebelles M23 annonçaient ces assauts, c'était justement pour viser également la grande ville de Goma. Quand même, nos amis militaires ont pu, sincèrement, il faut le reconnaître, stopper les assauts du M23 et de quelques groupes rebelles qui sévissent en cette partie de notre territoire national. Mais en termes de résultats, personnellement, je suis également sceptique, ça il faut le reconnaître. Nous aurions voulu voir l'apport très considérable de nos amis militaires pour mettre fin à cette guerre. Et vous le savez qu'au début, lorsque le chef de l'État avait décrété l'état de siège dans ces deux provinces, c'était d'abord pour mettre définitivement fin. Mais au regard du résultat, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur mission. En conséquence, moi aussi, comme tous les autres compatriotes, je voudrais qu'on redonne le pouvoir aux civils, que l'administration civile prenne la place et que nos amis militaires puissent recevoir d'une autre façon l'accompagnement du gouvernement pour que, ensemble avec les autres qui sont au front, qu'ils puissent mettre définitivement fin à cette guerre. Et j'en félicite l'idée du président de la République. Je ne voudrais pas dire que le chef de l'État est passé à côté
Je pense que c'était une très bonne décision. N'importe qui à sa place, je crois qu'en cette période difficile, il prendrait cette même décision. Mais voilà, si les résultats ne sont pas très probants, je crois qu'il y a toujours une autre façon de faire cela. Concernant la table ronde, pour chuter, cette table ronde, cela ne voudrait pas dire forcément que le président de la République n'assume pas sa responsabilité ou ne se reconnaît pas dans sa décision prise pour lever ou proroger l'état de siège. Il a juste voulu écouter le point de vue des autres. Mais le président de la République je crois que, mais écoutez, les revendications venaient de vaille que vaille. Cette fois-là, c'est autour d'une table ronde, maintenant formalisée. Et à l'unanimité, je crois, la majorité avait opté pour la levée de cet état de siège. Je crois que le chef de l'État, dans sa compréhension, je m'excuse, légendaire, va tout simplement faire en sorte qu'il puisse écouter la voix de la majorité. Ceux qui ont voulu qu'il y ait la levée de cet état de siège. Et moi, personnellement, je m'ajoute également, je fais partie de ceux qui pensent que l'administration civile doit reprendre sa place pour que, autrement, nous puissions réfléchir comment mettre un terme à la guerre qui nous frappe depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement sur Félix et Tshisekedi. Monsieur Jérémy Yab, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il faudrait oublier cette histoire d'état de siège et que ça a échoué complètement ou pas? Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faudrait oublier cette histoire liée à l'état de siège? Je dirais non. Je dirais non, parce que là, on va dire qu'on prend les affaires de la République pas au sérieux, on les prend avec légèreté. L'état de siège ou la loi martiale, qui repose d'ailleurs sur l'article 85 de la Constitution, est une situation délicate qui faisait preuve de la responsabilisation de la République démocratique du Congo dans la situation de l'Est. Et on a dit que c'est pour une première fois qu'on a vu quand même dans une posture de lucidité la République prendre une décision aussi responsable. C'est que nous prenons la décision de résoudre nous-mêmes les problèmes, parce que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, l'avait si bien dit qu'après avoir constaté le fait que le M23 soit suréquipé en armement que l'armée loyaliste de la République, que la MONUSCO, qu'il faudrait que le gouvernement congolais, c'était ça la décision du secrétaire général des Nations Unies, que la République prenne ses responsabilités en main. Alors cette décision était salutaire, mais on ne peut pas l'oublier parce qu'on a enregistré plus de 10 millions de morts dans la partie orientale de la République. Et je pense qu'on ne peut pas l'oublier parce qu'après la loi martiale, je pense qu'on devrait, pour ne pas tourner en rond, déclarer la guerre. Parce que la décision doit être crescendo et non pas décrescendo. Ce qui signifie au fond que si vous avez eu à recourir par la loi martiale et que cette dernière n'arrive pas à vous donner des résultats escomptés, il faut passer à la vitesse supérieure. Et je ne sais pas, pour épulcher la science, c'est que la vitesse supérieure, après la loi martiale, c'est la déclaration de la guerre. Mais la posture budgétaire va créer un sérieux problème. Je ne suis pas en train de faire cette analyse en ma qualité de fédéral de Nouvelle-Zélande, mais je le fais en tant que citoyen congolais parce que c'est une question aussi d'intérêt national et patriotique qui nous exige de nous décostumer de nos accointances politiques. Alors, on ne peut pas oublier cela parce que le président de la République avait dit au matin de son mandat, je l'ai dit du point de vue de référencement, que l'état de siège, c'était d'ailleurs à Washington, la question lui a été posée ouvertement, juste après avoir décrété l'état de siège, qu'il dit que ce dernier ne sera levé que lorsque les motivations qui nous ont amenés à le décréter seront élaguées. Ce qui signifie aujourd'hui, si la majorité pense qu'il faut lever l'état de siège, de manière mathématique, de manière factuelle, c'est que la majorité contredit la posture du président de la République. Et par déduction logique, ça signifie que cette affirmation du président de la République était assise sur une situation qui n'avait pas connu une prospection d'avance. Parce que l'état de siège, on l'avait dit dès le départ, que c'était une décision prise à la vaille que vaille. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de l'état de siège, vous espérez ou vous comptez sur votre armée. C'est de la responsabilité qui va renchérir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, c'était aussi bouleversant de savoir le fait qu'on devait compter sur l'armée congolaise, mais le président de la République, à Bunia, il constate qu'il y a 11 000 militaires fictifs, alors que nous étions déjà en plein état de siège. C'est qu'on va devoir compter sur un état de siège avec une armée non seulement infiltrée, mais qui nous présente un faux effectif, lié même à des munitions de près de 11 000 militaires, à des soldes de près de 11 000 militaires qui n'étaient pas traçables. La situation ne peut pas être oubliée parce que personnellement j'ai été ahuri de constater qu'après la déclaration du président de la République dans la partie orientale du Congo, il a fait une telle déclaration, mais jusque-là, on n'a aucune suite. Sur les 11 000 fictifs, on n'a aucune judiciarisation d'affaires
sur une question aussi délicate et cruciale. Ce qui signifie au fond que la situation n'est pas prise au sérieux par le gouvernement congolais. Parce qu'après l'annonce du président de la République, nous devrions quand même constater qu'il y a des initiatives qui se prennent pour qu'on comprenne ce qui se passe. C'est qu'au-delà de ça, nous avons une armée infiltrée. Au-delà de ça, nous avons des institutions infiltrées parce que je ne voudrais pas ici faire des affirmations superfétatoires, raison pour laquelle je procède par des référencements. Le président de la Chambre basse du Parlement, M. Ndosso, l'avait si bien dit qu'il y avait des parlementaires qui étaient de mèche avec les forces qui déstabilisent la République, mais jusque-là, il n'y a eu aucune dénonciation. Mais parce que nous sommes dans un état de droit, qui, je pense qu'il devrait être un peu plus sérieux, une telle déclaration devait aussi être judiciarisée. C'est que le président de la Chambre basse du Parlement devait être prise comme personne ressource parce qu'elle a fait une déclaration aussi forte. Mais après cette dernière, il n'y a eu aucune suite judiciaire à propos. Au-delà de ça aussi, parce qu'on parle de la partie orientale de la République, il y a un surenchérissement d'armée. Je m'excuse de le dire. C'est que l'état de siège était une improvisation légendaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater la déficience de l'action gouvernementale par le truchement de l'état de siège. N'oubliez pas le fait qu'en déant l'état de siège, nous avons près de 6 500 000 Congolais qui sont en train de se déplacer, alors que pour créer la petite passerelle avec le fichier électoral, on nous plonge dans une forte fiction. Merci. Et je souffrais que je chute en beauté. Allez-y pour évoluer. Alors que nous sommes dans l'état de siège, le président de la République, par le truchement de Mme Tina Salama, se permet de dire alors qu'il avait déjà pris la décision de l'état de siège, je voyais les choses de loin, alors qu'il avait déjà pris la décision de l'état de siège. Et maintenant, je comprends autrement les choses, alors qu'il avait déjà pris la décision de l'état de siège. Comprenez un peu la farfeluserie. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Merci. Et je crois en sa volonté pour pacifier la zone. Alors, M. Mukengesha, est-ce que cet état de siège, cette décision était un tâtonnement jusqu'à preuve du contraire? D'ailleurs, je suis tellement inquiet par rapport à la thématique parce que on nous parle d'une bourde ou d'une force. Je me dis que parler d'une bourde aujourd'hui serait vraiment réduire les efforts ou encore l'initiative du chef de l'État par rapport à l'instauration de l'état des sièges dans l'Est du pays. Une bourde par rapport aux résultats escomptés. Par rapport aux résultats, bien sûr. Solution par rapport aux résultats il a pris escomptés. l'initiative parce que cet état des sièges a été vraiment demandé par la population et voilà pourquoi est-ce qu'il a compris lors du séjour du chef de l'État dans l'espace de l'Est, il a compris cela, voilà pourquoi est-ce qu'il a instauré l'état des sièges. Je pense que ça part de la constitution de ces pays, il est allé pas hors la constitution. Et c'est vrai, nous savons que cette guerre aujourd'hui, on n'a pas commencé aujourd'hui dans ce pays. Il y a belle lurette que ça a commencé, c'est depuis les années l'après 94 que cette guerre a commencé. Ça fait plus de 30 ans maintenant que cette guerre existe à l'Est. La question serait de s'y poser, c'est quoi la cause de cette guerre d'abord, premièrement? Parce que je parle de l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, avant 1994, le Rwanda et l'Ouganda s'est ressourcés, ou étaient encore des pays qui dépendaient du Zaïre à l'époque. Là, je parle de l'histoire. Et s'il y a eu guerre depuis ces temps-là, les agressions rwandaises, ougandaises dans ce pays, c'est parce qu'ils voulaient normalement déstabiliser les Zaïre, question de s'enrichir du côté de l'Est avec tout ce qu'il y a comme ressources minières à l'Est. Je pense que nous avons hérité cette guerre-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque du feu Marshal Mobutu. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il est venu au pouvoir, il s'est dit pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aujourd'hui instaurer un état de siège dans la partie Est du pays. Et je pense que par rapport à la table ronde qui s'est passée, il y a eu des résultats. La plupart des gens ont demandé à ce qu'on lève l'état des sièges. Mais vous devez savoir que l'état des sièges a des avancées. C'est pas seulement, quand nous parlons de sur le plan sécuritaire, ça a été l'objectif majeur de l'instauration de l'état des sièges. Mais sur le plan administratif, sur le plan économique par exemple, il y a élargissement de l'assiette fiscale dans la partie Est du pays en termes de recettes. Je pense que sur le plan économique, il y a quand même une avancée significative. Parlons sur le plan sécuritaire parce que c'est ça même la priorité de l'instauration de l'état des sièges dans la partie Est du pays. Pacifier l'espace Est. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, même moi personnellement, étant au cadre de l'Union sacrée, de l'UDPS, je pense qu'aujourd'hui sur le plan sécuritaire, il n'y a vraiment pas eu un résultat qui pourrait nous satisfaire tous.
Parce que notre souci est de voir la partie Est être pacifiée et que nos compatriotes de l'Est puissent aussi avoir le droit de se procurer une carte d'électeur et d'avoir le temps aussi de voter librement en tant que citoyen congolais. Parce que vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et la population, certaines personnes dans certains territoires, comme on le dit, ils n'ont même pas de carte d'électeur. C'est ça notre souci, au fait. Et je me dis que c'est vrai, aujourd'hui, il y a certains politiques, par exemple, mal intentionnés, qui se disent, c'est comme l'exemple de l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui dit que, paraît-il, selon lui, que c'est le conditionnel. Il se pourrait que le FDLR serait intégré au sein de la garde républicaine à Lubumbashi ou encore à Kinshasa. Moi, je me dis que c'est une mauvaise façon de faire les choses. C'est vouloir verser dans la base politique pendant cette période préélectorale. Et personnellement, je me dis que s'il faut faire des bonnes analyses, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui cracher sur nos amis ou encore les compatriotes de l'Est, ce qui est vrai. Je pense que l'état des sièges devait normalement être élevé. Question que l'administration, question que les choses changent, question que nous ayons un gouverneur civil dans la partie est du pays. Est-ce que, mais il y a eu des civils avant qu'on instaure cet état de siège? Il y a eu des civils, c'est vrai, mais seulement qu'il faudrait augmenter aussi, il faudrait améliorer aussi le service de sécurité par rapport à tout ce qu'il y a comme recrutement, parce qu'on ne va pas oublier qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits au niveau de l'armée. On doit renforcer l'armée congolaise. Question que nous puissions trouver de solutions par rapport à la paix de l'Est. Maître Caleb, si tout le monde a décidé aujourd'hui, ou à l'unanimité, que l'on lève cet état de siège, ça veut dire que l'on a constaté l'inefficacité de ce régime d'exception, bien sûr, sur le terrain. Est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème d'institution en République démocratique du Congo par rapport à cette situation? Oui, lorsque vous parlez du problème d'homme, nous ne voulons pas vous donner l'impression ici que nous sommes haineux envers les humains. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est peut-être par rapport aux failles en termes des choix politiques entrepris par ceux qui sont à la tête du pays, ou un problème en termes de leadership, en ce qui est de prendre des décisions, d'opérer des choix et de les assumer. Puisqu'aujourd'hui, il s'agit de l'état de siège. Je suis un peu mes amis de l'Union sacrée. Il y en a un qui a reconnu effectivement que cette mesure d'exception, qui est l'état de siège, est faillible. Et il y en a un autre qui s'appuie sur le fait qu'il y a des avancées sur le plan économique. Mais monsieur, la priorité de l'état de siège n'était pas celui d'améliorer l'économie à l'est du pays. C'est vrai que c'est peut-être une retombée qui peut donner matière à réflexion pour comprendre pourquoi cet état de siège a semblé faire grimper les recettes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais l'objectif déclaré de l'état de siège était celui d'améliorer rapidement la protection des civils et de neutraliser les groupes armés afin de rétablir l'autorité de l'État. Mais si aujourd'hui nous nous rendons compte que sur cette table, presque tous sont d'avis que l'état de siège est faillible, ça veut dire que quelque part, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gèrent, ont été incapables de rétablir l'autorité de l'État dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Je crois que c'est valable pour ne pas leur permettre de revenir à la tête de ce pays. Vous pouvez vous rendre compte que la Constitution de notre pays prévoit, à son article 144, que l'état de siège soit instauré pour une durée de 30 jours. Et nous parlons d'un régime d'exception qui a été instauré en mai 2021. Et ce régime d'exception peut être prolongé ou prorogé par les parlementaires au bout de 30 jours. Mais dans ce pays, puisqu'il y a eu ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union sacrée, une forme de majorité parlementaire qui tend un peu vers ce qui était le impair, un parti politique ou une forme de parti politique à pensée unique, il y a une majorité qui a permis à ce que la volonté du chef, qui était celui d'imposer l'état de siège, se répercute encore et encore. C'est très déplorable, puisque plusieurs fois les prolongations de l'état de siège au sein de cette assemblée n'ont pas été soumises au débat parlementaire. Alors que c'est à travers le débat parlementaire, puisque les séances plénières sont publiques et publicisées, le peuple congolais peut comprendre comment les députés nationaux réfléchissent autour de cette question qui, pour le reste, est sensible. Mais malheureusement, on a privé les députés nationaux
de débattre librement autour de cette question qui est par ailleurs primordiale. Et aujourd'hui, vous appelez les uns et les autres pour faire une table ronde autour de cette histoire d'état de siège. Mais malheureusement, vous êtes incapable d'assumer pour comprendre que le choix politique d'instaurer l'état de siège était certes une bonne intention. C'est dans l'entame de ma prise de parole que j'ai dit que l'état de siège est une mesure constitutionnelle. Oui. Mais lorsque vous vous rendez compte que cette mesure constitutionnelle est un échec, puisque nous de l'opposition, plusieurs fois sur les ondes de votre chaîne, nous avons dénoncé que l'état de siège était un échec, mais ce sont nos amis ici de l'Union sacrée qui nous prenaient pour des sorciers. Ce sont nos amis de l'Union sacrée qui nous ont pris pour des fous. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? 2 ans durant, la population de l'Ituri et du Nord Kivu a souffert de cette mesure chaotique puisqu'elle a échoué. Vous parlez des performances économiques. Est-ce que c'était ça l'objectif de l'état de siège? Je pense qu'une action, lorsqu'on veut l'analyser, lorsqu'on veut l'évaluer, on l'évalue sur base de son objectif. Est-ce que l'état de siège que le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété et que l'Union sacrée a plusieurs fois prolongé a atteint son objectif? Non. Nous pouvons constater que dans ce choix politique, que dans cette décision d'ordre politique avec des répercussions juridiques et administratives, qu'à la fois le président de la République a peut-être échoué et que l'Union sacrée aussi, puisqu'ils sont impliqués à cause de leur prolongation, a échoué, ils se sont trompés sur toute la ligne. Et moi je pense, en tout cas en ce qui est de l'efficacité de l'armée, puisque nous entendons les uns et les autres parler du fait que l'armée doit être efficace, mais moi j'aurais aimé, nous avons suivi Julien Paloukou, qui est l'ancien gouverneur du Nord Kivu et qui est aussi de l'Union sacrée, nous avons suivi Patrick Mouyaya, mais vous demandez à nos policiers et à nos militaires d'être efficaces sur le terrain. Vous accusez l'armée qui est infiltrée. Mais vous êtes incapable de mieux payer ces policiers et militaires. Pensez-vous que dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, où les jeunes manquent de l'emploi, où les jeunes manquent du travail, si vous vous permettez d'offrir un salaire de 500 000 francs pour le grade de recrutement au sein de l'armée, vous pensez que cette armée ne sera pas efficace? Merci, puisque tantôt, on pense que ce sont ceux-là qui sont corrompus, je présume, les officiers haut gradés qui font le travail. Mais si le propre militaire congolais touche moins de 150 000 francs, pensez-vous qu'il aura la motivation pour accepter de se battre de manière loyale? Donc c'est là qu'il y a le problème. Alors que, oui, il y a un problème, puisque dans le même pays, vous voyez, au cours du mandat de l'Union sacrée, vous voyez des députés qui avaient un salaire de 7 000 $, à qui on paye 21 000 $. Merci, maître. Vous voyez des DG, des directeurs généraux d'entreprise, à qui on paye 30 000 $, s'il vous plaît, pour un pays qui est en guerre. Merci, maître. Moi, je pense que les véritables responsables sont ceux-là qui sont à la tête de ce pays, puisqu'ils ont pris des choix politiques. Merci. Malheureusement, les choix n'ont pas apporté de résultats. Monsieur Nkimba, est-ce que c'est lever l'état de siège ou pas, est-ce que ça peut être un mauvais choix de trop pour l'Union sacrée et peut-être un fardeau lourd à supporter dans l'avenir pour vous? Non, pas du tout. D'ailleurs, dire de mauvais choix, moi j'en doute fort. Je suis abasourdi d'entendre que c'était un mauvais choix de la part du président de la République. Mais vous avez reconnu que c'est un échec. Mais écoutez, reconnaître un échec, cela ne veut pas forcément dire que c'était un mauvais choix au départ. Mais puisqu'il n'a pas atteint les objectifs. Il faut faire la nuance. Moi je pense ici, d'abord pour recadrer mon ami qui dit que nous ne savons pas assumer. Écoutez, si tel était le cas, je ne crois pas que cette table ronde aurait pu avoir son importance. Mais je pense que cette table ronde nous permet évidemment d'éclairer la lanterne sur la situation qui se passe exactement dans les deux provinces. Avant de prendre la décision de l'état et de l'Ituri. Mais on ne peut pas aujourd'hui remettre en cause la décision constitutionnelle du président de la République, étant donné que il a été pris sans table ronde au départ. Mais oui, voilà. C'est dans son pouvoir, les chefs de l'État. Mais pourquoi il a besoin d'une table ronde aujourd'hui? Lorsqu'il faut mettre fin à cet état de siège. C'est de là que nous parlons que vous êtes incapable d'assumer le droit. Vous êtes incapable d'assumer le droit. S'il vous plaît, maître. Je suis désolé, il a bel et bien le droit de faire appel à cette table ronde, étant donné qu'il y a eu déjà des divergences dans ces deux provinces à travers les ONG et autres mouvements civils qui
qui ont crié à la levée tout haut de cet état de siège. Et je crois que c'est au cours de cette table ronde qui va maintenant définir la dernière décision du chef de l'État. Et le chef de l'État, je suis convaincu qu'il va écouter la voix de la majorité. Et moi aussi, je suis d'avis. Je suis d'avis de ceux qui pensent qu'il était temps qu'on puisse lever l'état de siège, étant donné que plus de 2 ans, sincèrement, on n'a pas vu nos compatriotes militaires ou l'administration militaire arriver jusqu'au bout du vœu du peuple congolais, qui était celui de voir cette partie du territoire national être totalement pacifiée. Au regard de ce résultat, eh ben, je suis d'avis pour ne pas aussi renier la décision du chef de l'État, parce que moi je salue, c'est une décision salvatrice, mais qui du reste sur terrain n'a pas été accompagné convenablement par nos amis militaires. Okay. Et conséquence, c'est que ça ne serait pas, c'est pas pour moi un tabou, c'est pas pour moi une honte, parce que je suis de l'Union sacrée, de reconnaître que les militaires doivent laisser la place à l'administration civile. C'est vrai, je ne parle pas de l'échec totalement, c'est vrai, moi je l'ai dit, les résultats demeurent mitigés. Mais nos amis militaires ont su quand même faire quelque chose par rapport aux assauts du M23 et de quelques groupes rebelles qui sévissent là-bas. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, parce que la volonté exprimée par le chef de l'État en décrétant l'état de siège était celle d'avoir une paix sur le territoire sur l'espace de Nord Kivu et surtout l'espace de l'Ituri. Alors, je pense qu'ici, il n'y a pas question des fouilles de responsabilité. Comme Maître Caleb venait de l'épingler tout à l'heure, nous assumons la responsabilité. Assumez que vous avez échoué. Nous assumons la responsabilité et c'est pourquoi le président de la République, en voulant qu'il y ait cette table ronde, il veut maintenant entendre le voix de ceux qui veulent ou pas la continuité de l'état de siège. Et moi, je pense sincèrement que le chef de l'État va écouter la voix de la majorité, parce que là, maintenant, autour d'une table ronde, c'est la majorité qui va primer. Et comme elle s'est décidée qui est levé de l'état de siège, je suis convaincu que le chef de l'État va écouter la voix de la majorité. Alors, dire que l'état de siège n'était pas du reste une très très bonne décision pour pacifier l'Est de notre pays. Regarde le résultat sur le terrain. Justement, mais moi je pense qu'au préalable, la décision, elle est à saluer. Et je pense que, étant donné que tous, en tant que Congolais, nous voulons à ce que la paix revienne, ce n'est pas seulement une volonté exprimée par l'opposition ou la majorité ou la société civile. Tout Congolais doit comprendre que cette guerre qui nous a pendant longtemps tergiversé, nous devons tous nous souder afin que nous puissions connaître ensemble les moyens nécessaires qui nous permettront de mettre fin à cette guerre. Parce que ça ne sert à rien, comme mon ami Caleb venait de le dire, dans ses propos, je vois et je sens de la récupération politique. Nous parlons d'une guerre qui a longtemps duré. Quelle récupération politique, nous parlons d'une Quelle récupération politique? Lorsque nous disons que vous avez échoué, c'est la récupération politique qui a longtemps parlé. Pouvez-vous nous dire ici que vous avez réussi? Cette guerre, quelle récupération politique a été assumée? Vous avez échoué avec votre état de siège. Il n'y a pas de récupération politique. Ce sont les faits. Cette guerre a été un casse-tête pour. Vous avez échoué, vous avez échoué. Vous voulez qu'on vous montre que vous avez réussi. Et aujourd'hui, le chef de l'État est là. Il est le seul qui se bat avec ongles. Et leur vœu, c'est de voir, et le vœu personnel de M. Caleb, c'est de voir le président de la République échouer. Malheureusement, il sera confondu. Parce mais vous avez échoué avec l'état de siège. Vous venez de le confirmer ici vous-même. Toutes les batteries seront mises en marche pour que, avec l'état de siège ou pas, nous allons vaincre l'ennemi et nous allons pacifier l'Est de notre République. Donc, que mon compatriote acharné sur le pouvoir de Félix Tshisekedi mette un peu de l'eau dans son vin, qu'il comprenne qu'il est grand qu'on puisse ensemble, en tant que deux Congolais, parce que moi je ne voudrais pas s'approprier de cette guerre comme si elle n'appartiendrait qu'à une partie de notre pays. Elle doit être l'affaire de toute la République, l'affaire de tous les Congolais et même l'affaire de tous mes amis qui sont ici et comprendre que l'urgence est là. Il faut faire en sorte qu'on puisse mettre hors d'état de nuire les deux provinces et mettre en dehors de nos frontières les ennemis. D'accord. Et on va revenir notre pays. C'est à l'avantage même de celui qui viendra en 2028 pour remplacer pacifiquement le chef de l'État. Alors, monsieur Jérémy, est-ce que
dans cette quête de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, le problème il est au diagnostic ou à l'exécution? J'apprécie la lucidité et la sagacité de la question. Moi, je pense que c'est les deux, le diagnostic et aussi l'exécution, parce qu'on n'exécute que sur fond du diagnostic qui a été fait. On n'exécute que sur fond d'un plan qui a été établi. Mais moi, je pense que le diagnostic n'a pas été fait déjà au préalable, parce que naturellement, il était difficile que nous puissions faire une promesse au peuple congolais, selon laquelle, dans 5 ans, vous allez me juger en fonction de la pacification appartenant à la République. Alors qu'il s'agit d'une guerre qui, en toute historicité, parce qu'elle part aussi de la convoitise de la communauté internationale sur les ressources minières de la République, et historiquement parlant, c'est depuis 1884 déjà, après que Diego Cao est passé par l'État indépendant du Congo, avant même la création de l'État indépendant du Congo, qu'on a constaté que par là, il y avait déjà des autochtones qui étaient en train d'extraire des matières précieuses pour la communauté internationale. Et déjà de ce point de vue, avec une convoitise qui est d'ailleurs la souche de cette guerre, qui va factuellement commencer en 1994, penser qu'en 5 ans, avec toutes les autres urgences de la République, que l'on va devoir pacifier la République. Ce qui signifie que le diagnostic n'était même pas fait, parce que de ce point de vue, il fallait comprendre le positionnement de la République démocratique du Congo par rapport à la communauté internationale, par rapport aux multinationales, par rapport aux grandes puissances économiques mondiales. Alors il fallait savoir comment redéfinir la politique nationale, aussi la politique étrangère, pour faire en sorte que les ressources minières de la République, d'ailleurs la RDC souffre de ce qu'on appelle la malédiction des ressources minières, qu'elle puisse se défaire de cette situation, qui n'a rien à voir avec un régime, qui n'a rien à voir avec une majorité parlementaire, qui n'a rien à voir avec une opposition, mais qui exige à ce qu'il y ait des forces qui vont se mettre ensemble pour pacifier la zone. Cependant, parce qu'on parle de la situation liée à l'état de siège, vous avez dit qu'il y a eu un problème d'application de décisions. Quelles sont les décisions qui ont été prises? Parce que le président de la République voulait naturellement, de manière laconique, que la zone soit pacifiée. Sur fond des efforts de la République démocratique du Congo, que de la République démocratique du Congo. Mais ce qui pose déjà problème, c'est le fait que cette guerre n'exige pas ou ne nécessite pas que les forces de la République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait des tripartites. Je m'excuse de le dire, je suis en train de me déplumer de toute tendance politicienne, parce qu'en disant cela, il y a des troupes telles que les ADF, qui ne sont pas, ce ne sont pas des Congolais, ce n'est pas une rébellion. Il y a le FDLR, soupçonné par le régime de Kigali, qu'il serait le FDLR en accointance avec Kinshasa. Ce qui signifie au fond que quand on parle de cette force de FDLR, c'est une force qui est entre deux États, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce qui signifie que ça ne dépend pas que de la République démocratique du Congo. Voilà la raison d'être des tripartites. Voilà la raison d'être de la table ronde, l'œil du cyclone aussi proposé d'ailleurs par Vital Kamerhe. Juste, quand je parle de Vital Kamerhe, je parle d'une figure de proue de la politique congolaise qui propose une intelligence afin de pacifier la zone. Alors, il a fait sa proposition qui arrive à s'asseoir sur le rapport Mapping, qui a étayé la situation de 1998 à 2008, et le rapport Mapping a eu à doiter, parce qu'on a parlé du diagnostic de le départ, il faut le cerner, il faut le comprendre, il a parlé des États qui seraient en train de combattre la République. Les États cités étaient le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, que ces États étaient en train de renchérir leur économie avec des minerais de la République démocratique du Congo. Au-delà de ces États, il y avait aussi les multinationales qui profitaient de l'insécurité des exactions. Tout à fait. C'est la cause justement de cette insécurité, bien sûr. Évidemment. Alors, de ce point de vue, il est difficile de penser que de croire que la pacification de la partie orientale de la République est une affaire d'un parti politique ou d'une famille politique. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a des forces qui arrivent à se compénétrer et à faire en sorte que l'on puisse ensemble juguler les efforts pour pallier à ce problème. Parce que je suis bouleversé par le fait que quand nous sommes dans la partie orientale, peut-être c'est une information pour certains, ce sont les M23 qui invitent les parents à ramener les enfants à l'école. C'est de la balkanisation. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui le fait. Ce sont les M23, ce sont des troupes rebelles qui invitent des Congolais à ramener les enfants à l'école. Et les structures de la société civile de la zone refusent cela, parce qu'il y a vraiment de l'insécurité. Et aujourd'hui, même le président de la République ne s'est pas arrivé à Bunagana. Certes, il y a eu quand même des avancées par rapport à l'état de siège, parce que la question elle est délicate. Il y a eu des localités qui ont été récupérées, il y a eu près de 2000 démobilisés militaires, mais à qui on a refusé l'intégration dans l'armée congolaise, c'est une décision salutaire. Il y a eu l'intérêt de la communauté internationale sur la situation de l'Est, parce qu'il faut quand même reconnaître, c'est pour une première, je m'excuse de le dire,
que l'on essaie d'accorder beaucoup d'intérêt à la situation de l'Est par la communauté internationale. Cependant, ce n'est pas ça l'objectif poursuivi. L'objectif n'est pas celui de faire en sorte que la communauté internationale puisse mettre beaucoup plus d'intérêt sur la situation de l'Est. L'objectif, c'est la pacification de la partie orientale de la République. Et si l'État de siège a échoué, on devra prendre quel régime? Retourner en arrière? Retourner en arrière, ça sera renchérir la déficience de l'action gouvernementale. Et que faire? C'est ce qu'il faudrait faire. Je vous en prie, au nom de la lucidité, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut s'apprêter à déclarer la guerre. Cependant, la question elle devient complexe parce que déclarer la guerre contre qui? Ça ne va pas peut-être vous laisser baba, mais ce que je dis, c'est une évidence. On peut aujourd'hui déclarer la guerre contre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, mais la partie orientale de la République ne sera pas pacifiée. D'accord. Aussi longtemps que la RDC ne va pas redéfinir sa politique étrangère face aux intérêts de la communauté internationale. C'est un peu vaste. Alors, monsieur Raoul, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes en voie de céder ou de donner raison à l'opposition qui déjà au départ voyait d'un autre œil cette décision? En fait, je pense que là, nous parlons République. À cette question, il n'y a ni majorité, ni opposition. Nous parlons République. Je pense que nous devons voir l'humanisme par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Nos compatriotes de l'Est, aujourd'hui, ont souffert pendant beaucoup de temps. Et je pense qu'ici où nous sommes, nous devons plus échanger par rapport aux solutions que nous devons apporter. Voilà pourquoi est-ce que j'ai parlé à mon co-débatteur Maître Caleb, j'avais dit, lors de mon entame, j'avais dit que ce qui est vrai, l'objectif était de finir la guerre dans la partie est du pays. Donc l'objectif était plus sécuritaire qu'économique. Là j'ai épinglé le plan économique parce que ça faisait partie de la gouvernance des gouverneurs militaires. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la République. Nous devons normalement trouver des solutions, des voies et moyens, que ce soit la majorité ou l'opposition, parce que même moi personnellement, par rapport à tout ce qu'il y a eu là aujourd'hui, moi je me dis, lors de la table ronde, si je faisais partie de ces gens qui étaient à la table ronde, je parlerai de la levée de l'état de siège. Est-ce que vous savez que ça va vous peser, sur les épaules? Ça peut nous peser sur les épaules, ça peut vous peser. Pas, mais seulement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président qui est venu au pouvoir et est en train de se battre. D'ailleurs, je m'excuse pour une interaction. Je m'excuse pour une interaction. Je ne suis pas contre M. Richard, mais je ne voudrais pas qu'on politise, peser ou pas. C'est ça. Ce qui compte, ce sont les affaires de la République qu'on ne va pas mettre dans une tendance exactement. Mais c'est aussi mieux d'assumer le fait que la majorité a échoué. Mais ce n'est pas pour nous une raison de cracher dessus. Exactement. Nous parlons République. Est-ce que le fait de dénoncer cet échec, c'est le fait de cracher dessus? Nous disons juste la vérité, ni majorité lors d'un débat. C'est que nous devons normalement, ensemble, réfléchir par rapport à certaines solutions. Question d'avoir la calme. Quelles sont les solutions? Voilà la raison d'être de cette émission, de cet échange. Je pense qu'on ne doit pas avoir des tendances sur ces plateaux. Nous parlons République, c'est la République qui nous unit. Et donc, raison pour laquelle j'aimerais dire que si aujourd'hui, M. Caleb disait que voilà, les militaires sont mal rémunérés, par exemple, je dirais quelque part qu'aujourd'hui, si lors de l'appel du chef de l'État du 3 novembre, on s'est rendu compte qu'il y a eu 20 000 à 30 000 jeunes qui se sont fait enrôler dans l'armée congolaise, c'est qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils se sont fait enrôler dans l'armée congolaise. Non seulement le patriotisme, mais aujourd'hui quand même, poser la question à certains militaires, 5 ans avant, ce qu'ils étaient en train de toucher, c'est qu'ils avaient compris par rapport à aujourd'hui. Je pense que quelque part, nous parlons République, je pense que cette émission nous veut plus pédagogique, scientifique, question que nous puissions réfléchir ensemble en tant que cerveau de ces pays, de jeunes acteurs politiques qui doivent amener ces pays vers l'avant, réfléchir dans quelle mesure on pourrait avoir une accalmie dans ces pays. Question que nous allons aux élections du 20 décembre 2023 avec tous nos compatriotes de l'Est. C'est ça le souci que nous avons. Voilà la raison pour laquelle nous devons normalement échanger par rapport aux solutions et non par rapport aux obédiences politiques. Ok, Maître Caleb, vu, c'est dans l'ensemble. Si l'on décide de lever, ça veut dire que ça n'a pas marché, l'état de siège. Et qu'est-ce qui devrait peut-être être la façon la plus efficace pour pacifier cette partie de la République démocratique du Congo? Certes, vous êtes de l'opposition, mais patriotisme oblige. Oui, je comprends pourquoi nos amis de l'Union Sacrée, et surtout mon ami de l'UDPS, semblent parler comme patriotes, comme si les choix politiques qu'eux ont pris en gérant ce pays, puisque ce sont eux qui ont décrété
l'état de siège. Et ce sont eux, nos amis de l'Union sacrée avec leur majorité, qui ont plus de 40 fois prolongé cet état de siège qui déjà était un échec avec patent. espoir de trouver des solutions. Il parle de patriotisme. Est-ce que le patriote est celui qui cautionne l'échec ou celui qui dénonce cet échec-là? Nous sommes patriotes puisque nous disons que vous avez échoué. Est-ce que vous avez échoué? Oui ou non? Oui, vous avez échoué. Et vous êtes incapable de dire le contraire sur ce plateau. Puisque c'est un fait, cet état de siège a échoué. Aucun d'entre vous peut me dire ici, haut et fort, que l'état de siège est une réussite. Et vous voulez m'accuser, moi, de ne pas être patriote parce que je dis la vérité? Si vous voulez vraiment que nous puissions être patriotes et parler République, soyons exigeants envers nos responsables. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la tête de ce pays, aujourd'hui, avec notre constitution, il n'est pas le roi du Congo. Au contraire, comme Jésus, il est le premier serviteur. Alors, si un serviteur a opéré un choix, mais un choix qui n'a pas apporté les résultats attendus, mais c'est normal que le patron, qui est le peuple congolais, lui dise que monsieur, serviteur du peuple, vous avez pris une décision qui n'a pas apporté les fruits. C'est ça le patriotisme. Et vous ne voulez pas que nous puissions dire la vérité. Je suis désolé, monsieur Raoul. Nous dirons la vérité, que vous soyez de l'Union sacrée ou de l'UDPS, acceptez que le peuple dise la vérité. Et s'il faut parler, je m'en veux aussi pour revenir sur les propos de mon ami Yann Kimba, qui a parlé de l'acharnement pour dire que ici ce n'est pas de l'acharnement. Des malheurs, vous nous ne sommes pas prophètes de malheur. Bon, vous savez, sur l'échec de l'état de siège. Non, ce pays nous appartient tous. Ce pays nous appartient tous. Je pense que c'est un débat républicain. Nous n'avons aucun intérêt à souhaiter à ce qu'il y ait l'échec lorsque une décision est prise. Malheureusement, ce n'est que nos amis de l'UDPS et de l'Union sacrée qui font beaucoup de triomphalisme, alors que toutes leurs décisions se soldent par des échecs. Aujourd'hui, c'est l'état de siège. Mais hier, lorsque Félix Tshisekedi était à la tête de l'Union sacrée, ils nous ont rassuré que la paix allait regagner la partie orientale de notre pays. Même lorsque le pape est venu ici, en République démocratique du Congo, nos amis de l'Union sacrée ici ont dit que la venue du pape allait nous apporter la paix. Nous espérons que ce soit vrai. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que même au nom de la sécurité, ils promettent sans réaliser. Ce n'est nullement un acharnement, mais c'est seulement qu'en tant que Congolais, surtout en tant que jeunes Congolais, nous sommes de la nouvelle génération, nous devons faire différemment que nos parents qui hier n'ont pas su être exigeants envers les dirigeants du pays. C'est pour ça que le pays n'a pas avancé. Alors apprenons à être exigeants. Apprenons à être courageux pour dénoncer lorsque les responsables du pays prennent des décisions qui n'aboutissent pas. Alors s'il faudrait apporter une solution, moi j'en ai marre de cette posture toujours de lamentation. Nous avons même suivi le porte-parole du gouvernement et même le général qui représentait les FARDC pour dire que les Américains sont en train de jouer le jeu du Rwanda. Nous n'avons pas besoin de ça. Si nous étions sérieux en tant que Congolais, nous sommes un pays en guerre. Plutôt que d'améliorer les salaires des députés nationaux, il faut d'abord commencer par améliorer le salaire des policiers et des militaires. Pourquoi ne pas offrir 500 000 francs à chaque militaire au grade de recrutement? Nous sommes un pays qui, pour 600 habitants, a un policier. C'est qu'il y a des zones à l'est du pays où, sur 150 km², ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julien Paluku, ancien ministre du Nord Kivu, sur 150 km², il n'y a pas un seul policier. Et vous pensez qu'avec ça, on va parler de la montée en puissance des FARDC, un vocabulaire que nos amis de l'Union sacrée utilisent. Moi je pense que si on voudrait réellement que notre pays puisse mettre fin à cette guerre, nous devons d'abord être sérieux avec nos services de sécurité, qui sont notamment la police, l'armée et les services de renseignement, pour promettre un traitement digne. Alors, retenons la dignité à nos militaires à travers un meilleur salaire, accepter, comme Kabound l'a dénoncé, de réduire les salaires des conseillers qui sont à la présidence, de réduire les salaires des députés et des DG, surtout des membres de l'Union sacrée, pour que le pays puisse triompher. Et ça sera le véritable patriotisme. Mais selon ce que vous voulez nous faire croire ici sur ce plateau. Monsieur Kimba, au lieu
de se concentrer par exemple sur le traitement des hommes en uniforme, tous les services intelligents. Vous parlez de l'acharnement. Pourquoi? Si, parce que j'ai aimé, presque en chutant, il a dit que nous devons être sérieux. Oui, nous devons être sérieux, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité ou de la société. On doit être sérieux quand il faut parler de la nation. Et je crois que, moi je pense qu'il faut vite trouver des solutions aux problèmes qui nous gangrènent pour le moment. Et moi j'opte pour une réconciliation nationale. Parce que cette guerre, elle est d'abord en interne. C'est vrai. Les prétentieux de l'opposition vont faire de la récupération politique pour oser contourner. Il n'y a pas de récupération politique, vous avez échoué, monsieur. Mais moi je pense, oui, même vous avez échoué, assumez que vous avez échoué. Commencez d'abord par demander pardon au peuple. Commencez par demander pardon au peuple pour cet échec. Si aujourd'hui on parle de 23, c'est vous. Allez, voilà un 23, nous en avons mis en 2013. Nous parlons de l'état de siège. Si vous avez échoué, assumez de ce coup. L'M23 n'avait jamais été vaincu. Mais Tshisekedi il a affirmé. Vous contredisez Félix Tshisekedi. Vous contredisez Félix Tshisekedi qui a affirmé que l'M23 a été vaincu. Ça c'est l'embryo du FCC. Vous contredisez Félix Tshisekedi. Chambre secrète. Vous contredisez Félix Tshisekedi qui a affirmé que l'M23 a été chassé. Vous du FCC, vous n'avez aucune leçon. Vous contredisez le président de la République. Et vous dites que vous êtes de l'Union sacrée. C'est vous qui avez mis KO ces deux provinces-là. Et nous allons vous confondre parce que nous sommes avec le peuple et nous sommes conscients que la bataille qui nous reste à gagner, elle est immense, mais avec la volonté de tous les compatriotes, nous allons vaincre cette guerre. Et sachez-le une fois pour toutes, nous ne parlerons jamais de cette guerre éternellement. Commencez par assumer votre échec. Pour citer tout simplement, je demande à ce que le peuple congolais, on doit être sérieux à un moment donné, on doit aimer le pays. Il est grand temps qu'on puisse faire appel à tous les fils et à toutes les filles de la RDC pour qu'on parle sur les dialogues, organiser les élections, vous avez échoué. Cette guerre, parce que cette guerre, le souci d'abord des élections, en interne ici dans le nous pensons organiser les élections. Ceux qui nous regardent de loin comme mon ami DFCC, organiser les élections et les vraies élections. Ce régime il sera confondu. La CENI organisera des bonnes élections crédibles. Pour qu'il que les solutions qu'il a soient bénéfiques à notre pays. Monsieur Yav, est-ce qu'il y a de la haine en parlant de tout ça? Est-ce qu'il y a de la haine? Vous êtes incapable d'assumer votre échec. Nous refusons le dialogue. Je ne dirais pas qu'il y a de la haine. J'ai l'impression qu'il y a de l'émotion. La question, elle est cruciale. Moi, je suis de Nouvel Élan. Mon autorité morale a co-géré avec Kabila. Et jusque-là, la partie n'a jamais été pacifiée. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Donc, il a aussi participé à la création du M23. Mais comment? Non, je ne voudrais pas qu'on puisse... Ce n'est pas une thématique autour de laquelle on va s'entreaccuser. C'est une question... Non, je vous en prie, c'est une question tellement sérieuse qui exige la connivence des exégèses, la connivence des cerveaux, pour résoudre le problème. Je vais chuter par le fait de dire qu'aucun parti politique ne pacifiera la partie orientale de la République. Aucun acteur politique ne pacifiera la partie orientale de la République. La pacification aujourd'hui, l'UDPS est en train de comprendre que cette affirmation est vraie, comme hier. Le PPRD, par le truchement du FCC, a compris cela. C'est que c'est une situation qui trouve au fond que ce n'est pas une question unilatérale. C'est une question de baisser les drapeaux de nos partis politiques pour lever le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs à ce sujet, c'est dans la chute, que je profite pour saluer ce cercle de réflexion des jeunes qui ont compris au fond que les problèmes de la République transcendent nos casquettes politiques, les problèmes de la République transcendent les accusations, les émotions, de l'excitabilité politicienne. Je salue Cray qui apparemment nous proposera des solutions adéquate et efficiente pour la pacification de la zone et le progrès. C'est une bourde ou une solution? Si j'ai dit une bourde, j'appartiens à une tendance politique. C'était un mauvais choix qui doit s'assumer, mais il nous faut mieux faire. Nous parlons République. Je pense que le souci du chef de l'État, il a instauré un État, l'intégrité du territoire national. Et je pense que nous parlons d'une question très importante de la République et nous devons être très sérieux quand nous en parlons. Hormis nos tendances politiques, nous devons trouver ensemble des solutions. Juger mon mandat par la pacification du pays. C'est les paroles de l'État. Vous jugerez comment vous aujourd'hui? Personnellement, sur le plan sécuritaire, par rapport à l'état de siège, je me dirais aujourd'hui, c'est l'état de siège devrait être levé,
questions ensemble lors de la table ronde. Je pense que la raison pour laquelle il a appelé tout le monde, c'est parce que le chef de l'État est un démocrate. Il aimerait avoir les avis de tout le monde. Question d'avoir... Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la grande majorité de savourer la liberté de la Constitution, même moi, je fais partie de ces gens-là. Merci, cher. Allez lire l'article 144 de la Constitution. La Constitution a déjà réglé ce problème d'état de siège. Vous ne pouvez pas respecter cette position. Merci. Pas besoin d'une table ronde. Acceptez les débats au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus d'état de siège. Vous avez échoué à assumer